Relations sino-américaines, Beijing appelle Washington à reprendre un dialogue constructif. Covid-19, des tests de masse proposés à Hong Kong. Le rebond de l'économie chinoise est meilleur que prévu au deuxième trimestre. Festival de la télévision de Shanghai, demande accrue de feuilletons en ligne en Chine. Moins de touristes visitent la Grande Muraille de Chine pour cause de Covid-19. Dans les relations internationales et contemporaines, le dialogue constitue un choix judicieux pour résoudre les divergences et la bonne approche pour établir la confiance mutuelle. Oui au dialogue et non à la confrontation, c'est non seulement la position de la Chine, mais aussi la vision commune de la grande majorité des pays du monde. La Chine et les États-Unis sont deux grands pays aux systèmes sociaux, histoires et traditions culturelles différents. Il est tout à fait normal qu'ils aient leurs propres intérêts et préoccupations. Ce qui importe, c'est de ne jamais fermer unilatéralement la porte au dialogue pour laisser les divergences, les erreurs d'appréciation, voire la confrontation prévaloir dans les relations sino-américaines. La Chine est un grand pays qui a un grand sens des responsabilités. Nous sommes prêts à mener un dialogue digne, franc et efficace avec la partie américaine et à répondre à sa témérité et son angoisse par le sang-froid et la raison. Nous sommes disposés à relancer à tout moment les mécanismes de dialogue avec les États-Unis à tous les niveaux et dans tous les domaines, et tous les sujets peuvent être abordés. Nous avons aussi proposé d'élaborer 3 listes, celles de coopération, de dialogue et des divergences à gérer, et d'établir une feuille de route pour les futurs échanges. Nous n'avons qu'un seul objectif, exhorter les États-Unis à abandonner leur arrogance et leurs préjugés, à engager un dialogue constructif et d'égal à égal pour apaiser les tensions actuelles et à revenir sur la bonne voie, celle du non-conflit, de la non-confrontation, du respect mutuel et de la coopération gagnant-gagnant. Voilà qui répond aux intérêts communs des peuples chinois et américains et aux attentes de la communauté internationale. À la fin du mois de juillet, la Chine avait effectué 106 millions de tests de coronavirus, atteignant parfois jusqu'à 3 millions de tests par jour. Mais le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information affirme que la capacité de tests réels du pays est encore plus importante. À la fin du mois de juillet, la capacité nationale de tests d'acide nucléique était de 4,84 millions par jour. 4 946 établissements médicaux peuvent effectuer des tests avec 38 000 techniciens sur place. Nous testons tous ceux qui ont besoin d'être testés et qui sont prêts à être testés. La Chine utilise actuellement 2 types de tests. Les tests normaux prennent habituellement 4 heures, avec 96 échantillons traités à chaque fois. Le test le plus rapide ne prend qu'une demi-heure. Un responsable du ministère des Sciences et de la Technologie a déclaré que les kits de test avaient un taux de dépistage global de plus de 95%. La Chine a effectué des tests de masse gratuits sur 10 millions de personnes à Wuhan et à Beijing, ainsi que des tests d'urgence généralisés pour les récentes épidémies au Xinjiang et dans la ville de Dalian dans le nord-est. Et le gouvernement central promet maintenant d'aider les résidents de Hong Kong à se faire tester alors que les éclosions dans la ville risquent de devenir incontrôlables. Nous avons déjà envoyé un premier groupe de 7 personnes et de 3 laboratoires du continent pour se familiariser avec la situation à Hong Kong. Lorsque la région administrative spéciale de Hong Kong en présentera la demande, nous fournirons un plein soutien et une aide immédiate. Hong Kong dit qu'il construira aussi des hôpitaux temporaires. Le gouvernement central fournira l'expertise technique, les matériaux et l'aide à la construction à la demande de la région administrative spéciale. Le gouvernement chinois demande à l'ensemble du pays d'améliorer davantage sa capacité à effectuer des tests alors qu'il se prépare à l'éventualité d'une épidémie pendant les saisons plus à risque d'automne et d'hiver. Chaque canton aura un hôpital capable d'effectuer des tests. Des équipes mobiles opérant à travers tout le pays seront de plus disponibles pour aider les régions en cas d'urgence. Le rebond de l'économie chinoise a été meilleur que prévu au deuxième trimestre dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, a déclaré Martin Reiser, directeur pour la Chine de la Banque mondiale. Il est en effet plus élevé que ce que nous avions prévu en juin lorsque nous avons publié notre rapport sur les perspectives économiques mondiales et nous avons mis à jour nos prévisions en conséquence, a annoncé le directeur lors d'une interview exclusive accordée à l'agence de presse Chine Nouvelle.
L'économie chinoise a progressé de 3,2% en glissement annuel au deuxième trimestre, contre une contraction de 6,8% au premier trimestre, selon le Bureau d'État des statistiques. D'après les chiffres du bureau, la production industrielle à valeur ajoutée de la Chine a progressé de 4,4% sur un an au deuxième trimestre, alors que les usines augmentent leur production dans le contexte de la lutte contre le Covid-19. Des indicateurs tels que les recettes budgétaires, le commerce extérieur et les investissements directs étrangers ont également marqué une reprise substantielle, en particulier en juin. La Chine a bénéficié d'une importante marge politique pour déployer sa réponse budgétaire et monétaire, a indiqué M. Reiser. Afin de soutenir l'économie contre le choc épidémique, la Chine a mis en place une série de mesures, y compris davantage de dépenses budgétaires, des allègements fiscaux, ainsi que des réductions des taux de prêt et des réserves obligatoires des banques pour relancer l'économie ravagée par le coronavirus et soutenir l'emploi. Les réformes structurelles visant à stimuler les marchés et la concurrence contribueraient également à stimuler davantage les investissements privés et à relancer la croissance de la productivité, a-t-il noté. Il sera essentiel que le commerce et l'investissement mondiaux restent ouverts, que les pays coopèrent dans la recherche de traitements efficaces et d'un vaccin contre le Covid-19 et que plus de mesures soient prises pour atténuer l'impact de la récession mondiale sur les pays les plus pauvres, y compris en cas de besoin, par le biais d'un allègement de la dette, a ajouté M. Reiser. Des représentants d'entreprises telles que Tencent Video, Alibaba Pictures et iQIYI ont discuté des opportunités et des défis auxquels ils ont été confrontés lors de l'épidémie de Covid-19. Avec l'arrivée des vacances d'été, certaines séries télévisées comme Nothing But 30 ont vu le nombre de téléspectateurs augmenter. Au mois de mars, 850 millions de personnes à travers le pays avaient regardé des émissions en ligne, en hausse de 126 millions par rapport à la fin de 2018. Il y a maintenant plus de 547 millions d'utilisateurs qui paient pour un tel contenu. L'augmentation du nombre de personnes disposées à payer pour ces programmes marque un énorme changement qui est important pour l'industrie du divertissement. Selon un rapport sur le développement de l'industrie, la qualité des dramatiques et des films en ligne s'est améliorée par rapport à 2018. Il y a eu une augmentation de plus de 80% des dramatiques en ligne qui présentaient des scénarios modernes. Le pays comptera environ 700 millions d'utilisateurs de la 5G d'ici 2024, ce qui devrait alimenter la demande d'émissions en ligne. Nous sommes à Mutianyu, non loin de Beijing, l'une des sections les plus célèbres de la Grande Muraille. Les touristes viennent là grimper entre les tours de garde et pour profiter de la vue à couper le souffle. Les étrangers y sont rares à présent, comme ce couple qui habite la capitale chinoise. Vous savez, c'est très célèbre, même en Europe, et nous sommes tous deux fiers d'être ici. Je peux vous dire que lorsque nous rentrons chez nous voir nos enfants, notre famille et nos amis, nous leur montrons ces photos parce que nous sommes très fiers d'être ici ensemble, à l'autre bout du monde, pour jouir de cette expérience. D'autres, comme M. Wang, employé dans la finance, sont ici pour échapper au rythme de la vie urbaine. L'épidémie vient de finir et les choses reprennent. Donc nous avons cette chance d'être proche de la nature. Il n'y a pas beaucoup de monde ici pour le moment. Donc je suis ici pour jouir de la nature. Pour de nombreuses personnes, venir ici réalise un rêve. Celui qui ne va pas sur la Grande Muraille n'est pas en Europe. Je rêvais d'aller sur la Grande Muraille quand j'étais enfant. Maintenant je vis et travaille à Beijing, donc je veux venir souvent et chaque fois je suis prise de sentiments de sublime et de respect. Cette partie de la muraille est située à 65 km au nord du centre de Beijing. Avant la pandémie, cette structure extraordinaire était très populaire auprès des touristes. Plus de 10 000 visiteurs par jour y venaient pendant la saison des congés d'été. Ils ne sont qu'à peu près plus d'une dizaine de cela à présent. Le marché du tourisme reprend lentement. Je pense que l'humanité est assurément en mesure de vaincre toutes sortes de maladies et avec l'amélioration du système de santé et le développement de nouveaux médicaments et vaccins, ainsi qu'avec le renforcement des mesures sanitaires, nous vaincrons ce problème de santé de court terme et nous demeurons toujours confiants dans le futur des industries culturelles et touristiques. Étant initialement un système de fortification collective, la Grande Muraille a été construite entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le XVIIe siècle par les dynasties chinoises successives. Sa longueur totale s'étend sur plus de 21 000 km
et elle serpente à travers les régions septentrionales de la Chine.